Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite d'une ancienne vidéo où j'avais donné mon avis sur 5 films cultes des années 90. Et cette fois je vais faire pareil mais ce sera sur la décennie 1980. Voilà, comme je l'avais dit l'autre fois, je pense que c'est un type de vidéo qui va souvent revenir sur ma chaîne avec voilà les films cultes mythiques sur des décennies précises. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si ce format vous plaît et aussi si vous avez déjà une idée spécifique de décennie pour la prochaine vidéo. Écoutez assez de blabla, si vous n'aimez pas le cinéma vous pouvez quitter la vidéo, ça ne sert à rien de continuer. Si en revanche vous adorez l'univers du 7ème art, et bah restez parce que ça va être cool, en tout cas j'espère. Dans cette vidéo je vais donc vous parler de 5 films différents: Scarface, Full Metal Jacket, Retour vers le futur, Shining et La Boom, qui ont donc tous été faits dans la décennie 1980. Valentine. Comment t'es Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. On va commencer avec un film à grand faisceau, un film d'horreur culte des années 80, Shining de Stanley Kubrick, réalisé du coup en 1980. On va suivre l'histoire de Jack, qui est un père et un mari comblés, mais également un écrivain à succès, qui pour trouver l'inspiration pour son prochain roman, décide de devenir gardien d'un hôtel isolé en montagne, lors des 6 mois de fermeture hivernale. Il emménage donc avec sa famille, sa femme Wendy et son fils Danny, qui a à peu près 4, 5, 6 ans je crois, dans ce lieu vide et gigantesque dont l'atmosphère inquiétante pourrait vite transformer le rêve de la famille en cauchemar. Alors je ne suis pas une pro des films d'horreur, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. En fait c'est un genre, pas que j'aime pas, mais que je vais avoir du mal à regarder toute seule parce que j'ai pas envie de me faire des films. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination donc je commence à vite paniquer après. Donc sachant que je suis seule dans mon studio, si je regarde un film d'horreur le soir, après je vais peut-être pas dormir la nuit. Dites-vous que quand j'avais, je sais plus, je crois 15 ou 16 ans, je suis allée voir Annabelle 2 au ciné avec ma soeur et ses amis, que je voulais pas rester seule à la maison. Au final, j'ai pensé au film pendant 3 mois, donc vraiment je suis un peu trop... Voilà, des films d'horreur. Maintenant ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est quand même, il y a des scènes assez marquantes qui restent en moi, et puis la nuit quand tu t'endors dans le noir, ton cerveau te les remémore, donc bref, vraiment c'est pas mon genre préféré, mais je sais qu'il y a de très très bons films d'horreur et qu'il y en a qui sont vraiment très bien réalisés, dont Shining. Et en fait j'ai regardé ce film à l'occasion de ma licence cinéma parce qu'on devait faire un exposé avec une camarade dessus. Donc je l'ai regardé avec mes colocs à l'époque, ça va, on était 3 donc on a un peu moins peur quand on est à plusieurs. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère du film, je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé, il y a vraiment beaucoup de détails, la manière dont c'est filmé, dont c'est raconté. En fait ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément les films d'horreur classiques comme on a l'habitude aujourd'hui avec plein de screamers qui nous font sursauter, bon il y en a quelques-uns quand même mais pas des masses. C'est surtout cette montée en tension en fait qui est genre, l'atmosphère est très pesante pendant tout le film et c'est ça qui est très lourd pour je trouve le spectateur et les personnages bien sûr, c'est que ça monte tout doucement mais on sent quand même que voilà c'est angoissant, le lieu est vide, il va commencer à y avoir des choses paranormales. Déjà l'enfant Danny, je crois qu'il entend des voix, enfin il parle avec son doigt et tout, puis après il dit qu'il commence à avoir des fillettes dans l'hôtel, bref. On sait qu'il se passe des choses étranges mais on sait pas vraiment s'il y a des fantômes, d'autres gens présents. C'est assez space comme ambiance et la manière dont voilà c'est filmé avec notamment les effets de steadicam, je crois que c'était un peu les premiers à l'époque où en fait ça consiste à avoir un harnais accroché au corps du cadreur et du coup il filme en avançant ou en reculant et ça fait un peu cet effet de pesanteur étrange qui rend très très bien l'image, plus la musique, plus les acteurs qui jouent incroyablement bien. Bon sans trop vous spoiler mais un peu quand même, en fait au fur et à mesure du film Jacques il est obsédé par l'idée d'écrire son livre et du coup ça va lui monter à la tête et il va presque finir par devenir fou. Enfin, je vous laisse le voir pour vous en faire votre propre avis. Et la performance de Jack Nicholson est assez remarquable, tout comme celle de Shelley Duvall. Et on a également Danny Lloyd qui joue le petit garçon de Danny. Je trouve que c'est vraiment un film culte parce que déjà il y a plein d'anecdotes autour du film. Alors il faut savoir que Stanley Kubrick est un réalisateur très exigeant et apparemment certaines prises ont été tournées 180 fois. Donc bon ça c'est la légende mais il paraît que c'est vrai. Et en effet les acteurs ça les a un peu traumatisés ce tournage parce que un tournage c'est déjà de base éprouvant physiquement, mentalement aussi je pense. Mais là quand on se dit qu'on doit répéter une prise 180 fois, enfin je sais pas si vous vous rendez le nombre du compte de fois, déjà genre faire une prise 10 fois au bout d'un moment c'est chiant mais 180 c'est énorme et en fait c'est ça qui rend si bien l'image, c'est que les acteurs étaient carrément épuisés, enfin ils étaient à bout de nerfs et c'est vraiment leurs vraies émotions qui sont ressenties à travers l'écran. Bon du coup ça rend super bien l'écran mais en vrai c'est un peu délicat parce que ça a quand même pas mal endommagé la santé mentale des acteurs malheureusement. Mais voilà ça reste un film culte de l'histoire du cinéma avec une musique incroyable, un décor magnifique, pareil le décor de l'hôtel aussi, c'est un lieu très très grand qui contribue à cette ambiance horrifique. Et si vraiment le film vous intéresse en fait, moi comme j'ai fait l'exposé, je remarque plein de détails en plus, notamment dans les scènes du labyrinthe, tel le labyrinthe de Minotaure et tout, enfin il y a plein de mythes associés à l'histoire dans le film et c'est ce qui le rend d'autant plus intéressant, donc pour moi c'est un grand oui. Tony, I'm scared. Remember what Mr. Halloran said. It's just like pictures in a book, Candy. It isn't real.
Après avoir eu beaucoup d'émotions, on va redescendre tranquillement avec La Boum de Claude Pinoteau, réalisé en 1980. On va suivre le quotidien de Vic, une jeune adolescente enjouée qui vit entre le collège, ses amis, ses parents et son arrière-grand-mère Poupette. Et au moment où ses parents décident de faire un break suite à des histoires de tromperie, Vic connaît le début des premiers amours et va tout faire pour organiser la boum parfaite. Dans le rôle de Vic, on retrouve Sophie Marceau, les parents sont joués par Brigitte Fossé et Claude Brasseur, et la meilleure amie de Vic est jouée par Sheila O'Connor. Et je trouve que c'est vraiment le bon film, à la fois familial et adolescent, on peut le voir avec ses amis, sa famille, parce que en fait c'est carrément à l'époque de nos parents, enfin quand le film est sorti, si vous avez mon âge, la plupart de nos parents avaient l'âge de Vic ou étaient à l'âge de l'adolescence, et donc c'est sûr que si on le revoit maintenant, pour eux et pour nous c'est une manière assez nostalgique de revivre cette époque des années 80. Je trouve que voilà, c'est bien le film doudou du samedi soir, quand on a envie de se détendre, de pas trop se prendre la tête et en même temps de prendre du plaisir, ça fait du bien, c'est bien joué, ça raconte voilà les mœurs adolescents et les prises de tête qui au final quand on grandit on se rend compte que c'est assez futile, mais à ce moment là c'est tout ce qui compte, voilà, d'avoir notre amoureux, d'avoir nos premiers rendez-vous. On y raconte aussi les liens familiaux qui sont assez importants parce qu'elle est proche de ses parents, mais là ils sont en train de se séparer, et elle est également très proche de son arrière-grand-mère qui est aussi un personnage très attachant, très fort en caractère, en belles citations, qui ne peut qu'être inspirant pour nous. Il y a évidemment la BO mythique qui a vraiment cartonné à l'époque, tout le monde s'arrachait j'allais dire le CD, mais si, je pense que ça existait, oui quand même, il y a les Walkman. Maintenant c'était les cassettes. Bon bref, tout le monde s'arrachait la musique à l'époque. Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs le film, au tout début, je crois que le premier jour, la première semaine, il a pas trop marché, et en fait c'est avec le bouche à oreille, quand il y a eu de plus en plus de gens qui sont allés le voir, qui ont dit oh, il est vraiment bien, machin et tout. Et d'un coup ça a pris une ampleur et ça a explosé, mais vraiment du jour au lendemain quoi. Et ça a lancé la carrière de Sophie Marceau. Et pour ceux qui ont la ref, je dirais qu'en fait c'est un peu comme le LOL des années 80, vous voyez. LOL, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pareil, c'est un film adolescent qui est sorti dans les années 2010. Et moi j'étais petite quand je l'ai vu, je crois que j'avais 7-8 ans. Et bon, ma soeur et mes cousines et tout étaient ados, donc c'est vraiment voilà le film ado de nos années 2010. Et je pense que quand on le regardera dans 20-30 ans, on sera aussi nostalgique. Et je trouve que La Boum, c'est le LOL des années 80 pour nos parents quoi. Donc si vous voulez un film tout en douceur, regardez-le. Elle est vraiment si bien que ça? Oh là là, au burn avec des yeux comme ça. La fille d'Alain Delon et de la Joconde. Ah, on est dans la merde. Provisoirement, mais jusque-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous Bah oui, vous écoutez, alors tant qu'à faire, donnez-nous une idée, On passe maintenant à Scarface de Brian De Palma, réalisé en 1983. Tony Montana, prisonnier au Mexique, bénéficie d'une amnistie du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Puis après un premier travail de plongeur assez humiliant, Tony va vite prendre les devants pour vivre son rêve américain et devenir un puissant baron de la drogue en s'immisçant dans ce monde mafieux impitoyable, avec notamment l'aide de son meilleur ami Danny. C'est le film mafieux par excellence, après notamment Le Parrain qui avait fait un carton dans les années 70, et je n'avais toujours pas vu parce qu'il faut savoir qu'il dure 2h50, et comme je vous le dis une fois de plus, si vous avez déjà vu mes vidéos vous le savez, si vous venez sur la chaîne bienvenue, mais j'ai des fois un peu de mal psychologiquement à me dire je vais regarder un film pendant 3 heures. J'ai toujours peur de m'ennuyer, que ça manque d'action, que ce soit long, et en plus lors de ma licence il y avait des gens qui avaient fait un exposé dessus et qui avaient montré la scène finale. Du coup c'est vrai que ça me motivait pas trop à voir le film vu que je savais comment ça finissait. Mais il y a pas longtemps je me suis motivée parce qu'il est dispo en ce moment sur Netflix, et je me suis dit bon on va le regarder parce que même si je connais la fin, il y a quand même 3 heures d'histoire, donc il y a d'autres choses à voir aussi quoi. Et étonnamment j'ai bien aimé, alors même si le film est rempli de violence, et ça c'est un truc qui m'attire pas du tout, vraiment voir du sang de partout, des coups de feu, c'est pas un kiff personnellement, mais je trouve que ça fait partie de l'histoire et c'est pas vraiment de la violence gratuite, mais au contraire c'est pour vraiment s'immerger dans le monde de la mafia et voir à quel point c'est sanglant malheureusement, et c'est une réalité quand on voit même aujourd'hui quand il y a des règlements de compte aux États-Unis ou même en France, voilà c'est des coups de balle qui partent, c'est parfois des victimes collatérales qui sont pas forcément dans le réseau même qui périssent, et c'est tout l'univers qui est représenté dans ce film aussi. Pour 3 heures de film je ne me suis pas ennuyée, il y a vraiment de l'action non-stop. Alors oui c'est de l'action violente, mais clairement ça bouge tout le temps à l'image, voilà on ne s'ennuie pas, on est pris avec eux dans ce réseau infernal, et je trouve que le film est très intéressant parce que même s'il est très violent, il est réaliste, et en fait quelque part c'est le film anti-gangster à fond parce que il montre les dérives de ce monde là. Au début du film notamment je me suis attachée au personnage de Tony, malgré que ce soit un criminel, un con, bon il y a plein de remarques sexistes et tout, mais je sais pas, je trouve qu'il y avait une atmosphère assez intéressante au début où il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de légèreté même si c'est un monde violent. Je trouve que sa relation avec son meilleur ami est touchante, mais on a aussi les liens familiaux qui sont importants parce qu'on va voir la présence de la mère et de la sœur qui vont être assez importants dans l'histoire, et on va également voir Tony tomber amoureux de la femme de son patron, donc là clairement très mauvaise idée mais Tony il est très ambitieux, il est très déterminé dans la vie, donc il va tout faire pour aussi avoir cette femme là, et donc c'est un peu toute la première partie où on voit finalement son ascension sociale aux États-Unis et dans le monde mafieux, et je trouve
trouve que le contraste est incroyable avec finalement la descente aux enfers qui va s'en suivre, parce que une fois qu'il devient baron, il va complètement plonger dans l'addiction à la cocaïne, tout comme certains membres de sa famille. Il va devenir paranoïaque, installer des caméras partout, parce que forcément il y a des coups qu'il a fait qui sont un peu des trahisons pour d'autres personnages, et ceux-là vont vouloir le retrouver pour se venger, donc il a peur de mourir à tout instant. Et du coup j'ai trouvé vraiment le contraste intéressant entre voilà la vie de rêve qu'il veut mener, bon, même si c'est pas vraiment un exemple hein, d'être baron de la drogue, mais en tout cas c'était son rêve à lui, sauf que bah en fait tu te rends compte qu'une fois qu'il est au sommet, bah il est beaucoup plus malheureux qu'il ne l'était au départ quand il était plus bas, parce que là il est complètement addict à tout, et surtout c'est brillamment interprété par les acteurs. Donc on a Al Pacino en tête d'affiche qui avait déjà joué dans Le Parrain, donc vraiment lui je crois il a fait presque que des films de gangsters et ça lui va bien quand même hein. La femme dont il va tomber amoureux est jouée par Michel Pfeiffer, le meilleur ami Danny est joué par Steven Bauer, et la petite sœur Gina est jouée par Marie-Elisabeth Mastrantonio. Pareil, même en fait je trouve les personnages secondaires sont tout aussi intéressants parce que chacun a une certaine psychologie et une profondeur, bon, qui est pas forcément à fond approfondie, mais ça rajoute quand même des scènes parfois voilà, de discussion, de questionnement, et ça permet d'avoir l'histoire principale avec tous les puissants de la drogue et quelques petites histoires secondaires qui vont venir enrichir l'histoire personnelle de Tony. On a aussi une très belle esthétique de l'image, une très belle musique, donc tout ça va contribuer à rendre ce film mythique et je trouve que c'est mérité. Donc si vous n'avez pas vu, franchement je vous le conseille parce qu'il y a plein de thèmes abordés et le scénario, bien qu'il puisse sembler un peu basique, est très intéressant et superbement interprété. What you talking? That's a Cadillac. I wouldn't be caught dead in that thing. Oh, come on, baby. You know, I mean, it's got a few years, but it's a Queen Puff. It looks like somebody's nightmare. C'est bien, on alterne entre plein d'émotions différentes, donc après la violence et le gore, parce qu'il y a quand même pas mal de sang dans Scarface, on va se détendre avec Retour vers le futur de Robert Zemeckis, réalisé en 1985. On va suivre Marty McFly, un jeune ado américain qui vit une existence paisible, entouré de sa petite amie, de ses parents et de son vieil ami, le professeur excentrique Emmett Brown. Celui-ci a tout récemment inventé la machine à remonter dans le temps, mais lors de l'essai, tout tourne mal. Le scientifique est assassiné, tandis que Marty se réfugie dans la voiture portative qui va le ramener en 1955. Donc là c'est le début des gros ennuis parce qu'en fait il va empêcher ses parents de se rencontrer sans faire exprès, et du coup sa mission ça va être de devoir les faire retomber amoureux à tout prix afin d'éviter la disparition de sa propre existence. Alors ce film je l'ai vu il y a un petit moment quand même quand j'étais bien petite, parce que mon père adore ces films là, donc c'est une trilogie. Dans le 2 je crois qu'il va en 2015 ou en 2020, du coup c'est assez drôle vu que bah ça y est on a passé cette époque, et il y a plein de choses qui sont dans le film genre les voitures volantes et tout qui ne sont pas là en vrai. Et le 3 je crois qu'ils vont à l'époque des westerns si je dis pas de bêtises, mais même si ça fait un petit moment je l'ai quand même mis dans cette liste parce que je trouve que c'est vraiment un film qui a marqué toute une génération et qui a fait un carton vraiment au niveau mondial. Je sais pas s'il y avait déjà eu d'autres scénarios de ce type, je pense quand même que les trucs à remonter dans le temps ça a dû être abordé avant, mais en tout cas là ça a très bien marché parce que l'histoire est intéressante, c'est pas trop violent mais c'est pas trop niais non plus parce qu'il y a à la fois du romantisme et de la science-fiction. Le combo marche très bien quoi, un peu comme La Boum, je trouve que c'est vraiment le bon film à voir en famille, voilà, avec ses parents, avec ses petits frères, ses petites sœurs, rien que pour la nostalgie de cette époque mais aussi l'époque d'avant, vu que du coup Marty McFly retourne dans les années 50, donc pareil on a aussi au début les années 80 puis après les années 50-60. Il y a pas mal d'humour qui rythme tout le long du film, mais aussi voilà des moments plus touchants, des scènes d'action, donc c'est un peu un mélange de plein de genres différents même si c'est avant tout de la science-fiction, vu que pour l'instant on n'a pas réussi à voyager dans le temps, en tout cas d'après ce qu'on en sait, hein, ça se trouve les gens sur les forums qui disent je viens de 2050, c'est peut-être vrai et on les croit pas. Mais voilà, si vous aimez la science-fiction, je pense pas qu'il est trop mal vieilli, j'espère pas, sinon vous me direz en commentaire si vous l'avez pas encore vu et que vous le voyez maintenant, mais c'est vraiment le chouette film de science-fiction de l'époque, pas trop prise de tête mais avec quand même une intrigue principale. Il a quand même une mission dans un temps imparti et c'est ce qui va aussi rythmer l'histoire. Au niveau des acteurs, Marty McFly est joué par Michael J. Fox, le docteur Emmett est joué par Christopher Lloyd, la mère de Marty est jouée par Lea Thompson et le père de Marty est joué par Crispin Glover. Voilà, maintenant que vous êtes assez détendu, que vous avez rigolé et passé un bon moment autour d'un pot de popcorn, c'est parti pour le film de guerre super violent avec Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, réalisé en 1987. On va tout simplement suivre le quotidien d'un groupe de jeunes marines formés lors de la guerre du Vietnam. Donc on va voir les entraînements, la préparation physique mais aussi mentale, la vie en communauté et surtout la hiérarchie qui existe dans ce milieu et qui peut parfois être destructrice. Mais on va surtout voir la réalité du champ de bataille, dont le terrible baptême de feu et la sanglante offensive du Tet à Hue en 1968. Donc j'allais dire ce film je l'ai vu
il y a pas si longtemps, mais quand même un petit moment, parce que je crois que c'était, je sais que c'était pas l'an dernier, donc c'était il y a déjà 2 ans voire 3 ans, mais il m'a beaucoup marqué parce que pareil, je suis pas une grande spécialiste des films de guerre, j'aime bien et en même temps j'aime pas parce que voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence gratuite. Je trouve le concept de la guerre juste fou et horrible de se dire qu'il y a des milliers de soldats qui ont été envoyés pour regagner un territoire qui n'est parfois pas forcément le leur, mais je commence à en voir de plus en plus et en fait il faut vraiment que je sois dans un mood, si je veux vraiment un truc d'action violent, je sais que je vais regarder un film de guerre. Mais ce qui me saoule, c'est qu'il y a vraiment peu de personnages féminins dans les films de guerre, ce qui est normal hein, vu qu'on n'allait pas à l'armée, mais quand même c'est assez frustrant et je me dis de plus en plus que j'aimerais voir plus de films avec des filles en personnage principal. Mais en tout cas j'ai vu ce film il y a un petit moment et il m'avait vraiment marqué parce que je trouve que le fond est vraiment très intéressant parce qu'en fait on a vraiment le film qui est scindé en 2 parties assez distinctes. La première partie c'est la vie à l'armée au début quand il s'entraîne, parce que il y a quand même, quand il le pouvait, une formation avant d'être envoyé au combat, et donc on voit vraiment la vie en communauté les uns avec les autres, les tensions qu'il va y avoir jusqu'à un événement assez dramatique quand même. Et ouais, ça m'a pas mal marqué et touché la façon dont c'était abordé, de voir que déjà c'est horrible de partir à la guerre, mais qu'en plus tu peux ne pas forcément t'entendre avec tes supérieurs, et dans ces cas là c'est vraiment compliqué la vie là-bas. Et dans la deuxième partie ça va vraiment rentrer dans le vif de l'action avec les champs de bataille, être au milieu des explosions, des mines, et justement l'événement qu'il va y avoir avant va aussi renforcer le groupe, la dynamique de groupe, le fait de s'aider les uns les autres, et donc il va y avoir des amitiés, des liens forts qui vont se forger entre eux, ils vont tout faire pour essayer de se sauver. J'ai encore en tête certaines scènes qui m'ont vraiment marqué, même par la forme. Je me souviens de travelling qui sont faits vraiment au millimètre près quoi, parce que t'as des bombes qui explosent, t'as les acteurs qui doivent avancer dans tel chemin. J'en ai pas vu beaucoup des films de Stanley Kubrick, mais il réalise vraiment extrêmement bien. Enfin, à chaque fois que je vois un de ses films, je ne suis pas déçue. Donc si vous n'avez pas encore vu de film de ce réalisateur, je vous les conseille parce que c'est vraiment un travail très appliqué et qui mérite toute sa reconnaissance. De ce que j'ai vu, en tout cas, il y a un aspect psychologique qui est très intéressant et assez abordé, mais lui le fait, je trouve, d'une manière assez juste, sans que ce soit forcément l'aspect principal du film, et c'est ça qui est aussi intéressant et enrichissant. Si le film est aussi bien sûr, c'est aussi grâce à la performance des acteurs qui jouent tous très bien leur rôle. Donc parmi les soldats principaux, on va avoir Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent D'Onofrio et le sergent-major qui a une sale réputation et joué par Early Hermé. Move it! Are you going to fucking die, Kyle? Are you going to die on me? Do it now! Move it up! Hustle it up! Quickly, quickly, quickly! Donc voilà pour mon avis sur ces 5 films cultes des années 80. Étrangement là, vous savez, la première partie j'avais essayé de vous parler un peu de films qui m'avaient plu, d'autres moins. Là pour le coup, quand j'ai cherché des films des années 80, bon il y en a plein que j'ai encore pas vu, mais parmi les cultes c'était que des films que j'avais vraiment beaucoup aimé, apprécié, il y en a aucun qui ne m'a déplu. Et du coup je trouve ça cool aussi de faire des vidéos voilà, où je vous parle vraiment de films qui me tiennent à cœur, même s'ils sont connus. Je vous donne mon avis pur, mon ressenti. Et pour le coup je pense que les années 80, il y a vraiment de très bons films cultes quoi. En fait je pense qu'on les connaît aussi beaucoup parce que c'est vraiment la génération de nos parents où ils commençaient à aller au ciné, à avoir les moyens de se payer des tickets eux-mêmes et tout. Et donc ils nous en ont parlé. J'en ai choisi que 5, mais il y en a bien sûr une tonne qui sont à voir et que je vous recommande. Hop, voilà tout de suite plein de petits films de partout que je vous recommande de voir et je vous ferai peut-être un avis en vidéo plus tard. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce format vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. Dites-moi en commentaire quel est votre film culte des années 80 qu'il faut que je vois si je ne l'ai pas déjà vu. Et je ne sais pas quand sort cette vidéo, mais sûrement début septembre ou un peu avant. Donc bon courage pour la rentrée pour tous. C'est trop bizarre de se dire que c'est la rentrée, enfin l'été est passé trop vite. Bon courage à ceux qui travaillent, ceux qui vont reprendre. Lâchez rien, faites confiance au temps, ça va aller, vous êtes les plus forts. Et puis à très vite sur YouTube. Salut. If you do exist, honey, don't resist. Show